Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous à l'échiquier international en direct de Al24 News. À quelques semaines seulement de la réunion du Conseil de sécurité pour discuter du mandat de la MINURSO au Sahara occidental, les tractations des détracteurs dans les coulisses vont déjà bon train afin de saboter un processus de décolonisation et surtout contourner des résolutions onusiennes allant dans ce sens. Selon une récente enquête publiée par Africa Intelligence qui révèle comment Paris et Rabat travaillent étroitement pour promouvoir une nouvelle résolution, justement une résolution qui chercherait à saper ce mandat ou cette réunion qui se fera au Conseil de sécurité en octobre aux Nations Unies pour revoir le mandat de la MINURSO. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir donc Saïd Ayachi. Vous êtes président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui, le CNASPS. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, il semblerait que les choses vont vite, qu'ils ne donnent pas vraiment du temps pour essayer un petit peu de lancer la réflexion, mais toujours est-il, le cas est là. Et le mandat de la MINURSO, si vous voulez, il est un petit peu dans le collimateur, où un petit peu les yeux sont rivés sur ce mandat. Sera-t-il ou pas reconduit? D'autres disent qu'il n'y aura plus de mandat de la MINURSO, donc dans le territoire sahraoui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette enquête qui a été faite par le journal, ou si vous voulez, par le magazine Africa Intelligence, et qui a révélé que Rabat et Paris travaillent en étroite collaboration, justement pour aller vers le sabordage de ce mandat et donc automatiquement du processus de décolonisation. Oui. Il faut se rappeler deux ou trois choses, peut-être d'abord pour que cela puisse être bien compris de nos téléspectateurs. La première chose, c'est que parler de la MINURSO n'est pas une chose nouvelle. À chaque session du Conseil de sécurité, fin du mois d'octobre de chaque année, on étudie le dossier de la MINURSO parce qu'il s'agit de renouveler son budget annuel de fonctionnement. Pour sa reconduction. Pour sa reconduction. Et donc, elle est reconduite pour une année avec un budget idoine. La deuxième chose à rappeler, c'est que la MINURSO est la traduction concrète de la mise en œuvre du plan de règlement qui a été décidé en 1991, après le cessez-le-feu, la signature du cessez-le-feu entre le Maroc et le Front Polisario en 1991. Et donc, le plan de règlement stipule qu'il faut mettre en place une entité onusienne, en l'occurrence la MINURSO. Je voudrais rappeler ce que veut dire la MINURSO, l'acronyme lui-même, Mission internationale des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Oui. Et c'est le terme référendum qui dérange énormément, et pour cause. Donc la MINURSO, comme on le sait, a commencé son travail, puis elle a été stoppée par les entraves du régime marocain dans son étape d'identification des votants. Et donc la MINURSO, par la suite, continuer de suivre dans le développement du dossier lui-même avec l'ONU et surveiller plus ou moins le cessez-le-feu qui a été violé par l'armée marocaine le 20 novembre en 2020. Et la MINURSO fait partie donc de cet arsenal administratif et juridique des Nations Unies pour la mise en place du référendum d'autodétermination dont doit bénéficier le peuple sahraoui. C'est précisément le fait du référendum qui dérange. Pourquoi il dérange? Parce que le référendum, c'est la traduction du droit international. Or, le Maroc et ses soutiens ne veulent pas du référendum. Ouais. Le référendum, les Marocains sont quasiment sûrs de le perdre. Et évidemment, ils ne veulent pas perdre le référendum. Et leurs soutiens veulent trouver une voie de passage pour éviter le référendum. Et donc, d'où d'ailleurs la proposition tout à fait non juridique de l'autonomie, que par la suite, à force de rabâcher les choses, les Sahraouis ont fini par dire d'accord, mettez-nous l'autonomie comme une option dans le référendum. Parce qu'on ne va pas dire au peuple sahraoui, voilà, on vous donne l'autonomie sans consulter le peuple sahraoui. Oui. Il faut que le peuple sahraoui soit consulté par le référendum. Soit d'accord. Oui. Voilà.
Eh bien, on veut absolument bypasser, contourner le référendum. Et donc, les manœuvres ont commencé, bien sûr, comme vous le dites, à l'approche de cette session du Conseil de sécurité. Évidemment, rien n'est officiel, mais ce qu'on entend ici et là, c'est qu'il faut d'abord, pour évacuer cette idée de référendum, il faudrait qu'on, d'une certaine façon, qu'on efface la MINURSO, qu'elle ne doit plus exister. Or, évidemment, ils vont proposer probablement son remplacement par une autre entité onusienne qui sera chargée de surveillance. De je ne sais quelle autre mission. Mais en tout cas, toucher à la MINURSO, sous une façon ou sous une autre, c'est tout simplement toucher au processus onusien de la recherche de solutions pour le conflit du Sahara occidental, oui, et porter atteinte au droit international, puisque la MINURSO découle du droit international, puisqu'elle est là pour organiser le référendum, qui est la sanction juridique de la solution pour le conflit du Sahara occidental. Et donc, toutes les manœuvres sont là. Il faudrait d'abord qu'on évacue, d'une certaine façon, la MINURSO du décor. Et par la suite, on va rentrer dans des tractations pour voir... ça, c'est le projet du régime marocain et de ses soutiens à l'intérieur du Conseil de sécurité. Ça ne veut pas dire que c'est fait. C'est ce qu'on le comprend en observant bien les choses, c'est qu'un passage en force va être tenté pour forcer le droit international. Et pour tenter ce passage en force et forcer le droit et porter atteinte au droit international, il faudrait d'abord évacuer la MINURSO Justement, Monsieur Saïd Ayachi, y a-t-il, je dirais, possibilité, justement, aujourd'hui, de voir la MINURSO ou son rôle complètement suspendu? Non. Justement, c'est ce que je voulais dire et peut-être on parle de réduction du personnel. Toucher à la MINURSO, c'est toucher au processus onusien, c'est toucher aux engagements de l'ONU en septembre 1991, lorsque l'ONU a parrainé les accords cessez-le-feu entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario, où l'ONU s'est portée garante de l'organisation des référendums de termination. Parce que tout simplement, ce référendum, encore une fois, découle du droit international. C'est la résolution 1514. Qui a été exigé par les Sahraouis pour signer le cessez-le-feu et qui leur donne tout à fait le droit de pouvoir choisir librement leur destin. D'ailleurs, ce référendum n'est pas explicitement forcé, dicté par la doctrine des Nations Unies dans sa politique de décolonisation. Il est aussi dans toutes les énoncés, dans tous les énoncés des juridictions internationales, que ce soit la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les juristes internationaux, les associations d'avocats internationaux, etc. Tout le monde parle, parce que ça découle du droit international. Et donc, la MINURSO doit rester, doit exister. On savait très bien que son rôle a été réduit comme une peau de chagrin, puisqu'il n'y a plus de cessez-le-feu depuis 2020. Et que le référendum est reporté d'année en année. Mais au moins un élément essentiel du plan de règlement, en l'occurrence la MINURSO, est toujours présent et témoigne de la volonté politique de l'ONU pour poursuivre son action en faveur d'une solution juste et durable dans le conflit du Sahara occidental. Alors là, on parle quand même d'un rapport, si vous voulez, ou d'un article d'Africa Intelligence qui, quand même, après une petite enquête qui a été menée, et il s'est avéré que, finalement, Rabat et Paris travaillent conjointement et étroitement pour justement faire passer ce plan qui consiste un petit peu à suspendre carrément la tâche de la MINURSO et donc par ricochet, si vous voulez, par conséquence directe, carrément saper si vous voulez, ou hypothéquer complètement le plan donc du référendum. Le problème, c'est que là, c'est un scandale. Il s'agit réellement d'un scandale à partir du moment où on sent que dans les coulisses et conjointement, il y a un travail de sape pour pouvoir enterrer définitivement justement le processus d'autodétermination et aller vers un processus marocain. Vous savez, quand on parle de la France, il faut être clair pour appeler les choses par leur nom.
Aujourd'hui, la France, comme vous venez de le dire, donc a des conciliabules avec le régime marocain pour déjà commencer à penser à la résolution qui va découler de la réunion du Conseil de sécurité fin octobre 2025. Mais en réalité, la France a toujours été là. Oui. La France, depuis 1975, c'est d'abord l'idée elle-même d'annexer, d'envahir le Sahara occidental est une idée française. C'est une idée française en 1975. C'est la France qui a soufflé à Hassan II. C'est Chirac. Bien sûr, pour sauver son trône, qui venait de connaître 2 coups d'État extraordinaires, Sreerat en 1970 et l'affaire du Boeing en 1972. Oui. Ils ont conseillé, ce sont les Français qui ont conseillé à Hassan II de trouver un dérivatif pour sa classe politique et son armée afin de les occuper avec un truc. Et en même temps, ça répondait un peu à la Libye chimérique de l'Istiqlal, le Grand Maroc, etc. Oui. Tout ça. Et c'est ce qu'a fait Hassan II sur les conseils amis français. C'est encore les Français qui ont organisé les sinistres accords de Madrid en voulant inclure la Mauritanie. Ce sont les Français qui ont persuadé Juan Carlos à ne pas organiser de référendum au Sahara occidental. Ce sont encore les Français qui ont aidé à chaque fois le Maroc au sein du Conseil de sécurité, y compris en 2013, lorsqu'ils ont refusé l'élargissement du mandat de la MINURSO pour lui donner mandat de défendre et de protéger les droits de l'homme par un veto, s'il vous plaît, si vous vous en rappelez. Oui. La France qui s'est dit être la patrie des droits de l'homme. Oui. Et c'est toujours les Français qui ont été à la manœuvre dans ce dossier du Sahara occidental. Et donc aujourd'hui, il n'est pas du tout étonnant de retrouver encore la France officielle avec tous ses démembrements pour conseiller, pour guider le régime marocain dans ce qui doit, selon eux, advenir à cette prochaine réunion du Conseil de sécurité, entre autres cette idée d'évacuer la MINURSO du champ de réflexion et d'action au Sahara occidental. C'est vrai que là, on parle d'hyperactivité entre les deux hommes ou les chefs donc de la diplomatie des deux pays, le Maroc et la France, à savoir Jean-Noël Barrot, donc il n'y a pas si longtemps, et Nassar Bourita pour ne pas les nommer. Donc il y a réellement une hyperactivité avant le jour J, c'est-à-dire avant le Conseil de sécurité, avant cette session qui se tiendra justement par rapport à ce mandat. Et finalement, certains carrément parlent de complot. Ils disent qu'il s'agit là d'un complot justement contre le référendum. Selon vous, Saïd Ayachi, que peuvent faire aujourd'hui Rabat et la France de plus qu'ils n'ont déjà fait par le passé? En d'autres termes, est-ce que réellement ils peuvent aller vers un véritable sabotage? Alors, ce qu'ils peuvent faire, bien sûr, on verra bien dans la réalité des choses ce qu'ils vont faire. En octobre. Ce qui est certain, c'est qu'ils travaillent pour contourner, pour bypasser le droit international, c'est-à-dire arriver à des résolutions. Vous savez, jusqu'à maintenant, il y a à l'intérieur du Conseil de sécurité, et concernant le dossier du Sahara occidental, il y a ce qu'on appelle le groupe des 5, où il y a les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Espagne en tant qu'ancienne puissance coloniale administrante. Puissance occupante. Et donc, c'est la France qui a toujours donné la tonalité de la résolution, même si les États-Unis sont ce qu'on appelle le pen holder, c'est-à-dire c'est eux qui rédigent et donc qui arrangent le texte comme ils le souhaitent. Mais la France est toujours là pour veiller à ce que le texte soit en faveur du Maroc. Et ce que nous avons assisté de façon très probante depuis au moins 5 ans. Toutes les résolutions sont à la limite de l'acceptable pour ce qui est du sur-mesure pour le Maroc. Bien sûr. Bien sûr. Évidemment, on peut craindre que la prochaine résolution sera encore plus dure. Seulement, le problème est là. Comment contourner le droit international? Tout à fait, oui, c'est ça. Comment venir dans le sein des seins des Nations Unies, en l'occurrence le Conseil de sécurité, qui est le cœur battant de l'ONU, qui est le noyau dur de l'ONU, comment on va venir dans cette enceinte proposer un texte qui s'éloigne de façon évidente du droit international, alors que
4 pays parmi ceux que j'ai nommés, en l'occurrence les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, sont des membres permanents du Conseil de sécurité. Oui. Et les membres permanents du Conseil de sécurité ont d'abord le mandat de la communauté internationale des autres pays de veiller à la protection et à la défense du droit international. Donc comment eux qui sont chargés de veiller au respect du droit international vont venir avec un texte qui va violer le droit international. Oui, oui. C'est la quadrature du cercle. Bien sûr, ils sont capables de tout, ça c'est certain. Mais évidemment, la vigilance est de mise. Ils ne sont pas les seuls au Conseil de sécurité et il y aura, bien entendu, la riposte qu'ils méritent. Oui, le problème, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que je vous ai dit, on va y venir, vous avez cité qu'il y a 5 pays du Conseil de sécurité, permanent, à savoir, donc, parmi ces pays, la France. La France qui, en principe, et ça on l'a dit par le passé, n'est-ce pas, ne devrait pas prendre de position et rester donc dans l'impartialité. Ce n'est pas le cas à partir du moment où c'est ce même pays qui devrait défendre le droit international est en train aujourd'hui de manigancer et de comploter et de manœuvrer dans les coulisses pour que ce droit qu'ils ont eux-mêmes érigé soit donc transgressé. Non, c'est très clair. C'est très clair. Ce que vous dites est important parce que nous vivons malheureusement une actualité, une époque tout à fait regrettable. Lorsqu'on voit ce qui se passe à Gaza, où le droit international est encore foulé aux pieds, il est violé. Au quotidien. Plus que le droit international, les valeurs morales de l'humanité, les valeurs universelles de générosité et d'assistance humanitaire, le droit international humanitaire lui-même qui est tout à fait absent. Bien entendu, nous sommes dans une période où, j'allais dire, l'irréparable peut être commu, comme cela est en train de se faire à Gaza, oui. Tous les jours que Dieu fait. Mais ce qui est étonnant, c'est que si on parle de la France, qui elle-même d'ailleurs fait beaucoup pour faire valider la position marocaine et la soutenir, mais vous entendez le président français, lui, parler du droit international, parler des droits de l'homme, parler du droit des réfugiés, parler du refus de l'agression. Quand il parle de l'Ukraine, oui. Quand il parle de l'Ukraine, il utilise tout ce vocabulaire et tout cet arsenal juridique. Mais quand il parle du Sahara occidental, il n'est pas question que le faire. Or, il y a ce double standard, justement, alors que le droit international est le même pour toutes les situations où il doit s'appliquer de façon tout à fait sincère et totale. Et donc, nous voyons ici l'hypocrisie de la position française et sa grande responsabilité de porter atteinte à ce droit international dont elle a mandat de veiller à sa défense et à sa protection. Oui, je voudrais attirer votre attention, Monsieur Saïd Ayachi, quand même aux conclusions. La conclusion du rapport de Africa Intelligence, où on dit que le plan de Paris et de Rabat, pour les citer, est clair, c'est-à-dire il doit remplacer le référendum par un modèle d'autonomie sous occupation, c'est ce qu'on a dit, donc le fameux plan d'autonomie, transformer le mandat de la MINURSO en un instrument de blanchiment de la souveraineté marocaine et surtout reléguer le peuple sahraoui au statut de simple minorité locale. Et c'est là, finalement, où le danger. C'est-à-dire que, du coup, avec cette colonie de peuplement qui s'est faite pendant toutes ces années, aujourd'hui, on risque de carrément considérer que les Sahraouis qui sont sur leur terrain, des minorités locales. C'est-à-dire qu'on inverse complètement la donne là. C'est un petit peu pernicieux. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je voudrais le répéter. Tout ce qui gêne la France et le régime marocain et ses soutiens, c'est le droit international. Le droit international est très clairement en faveur des Sahraouis. Parce que, tout simplement, le territoire du Sahara occidental est enregistré au niveau des Nations Unies depuis 1963 comme territoire non autonome, c'est-à-dire un pays colonisé. Et la résolution 1514 du droit international dit que tout peuple colonisé a le droit de choisir librement son destin à travers un référendum d'autodétermination. Et donc là, personne ne peut y échapper. Ce sont des théorèmes invariables que personne ne peut modifier à sa guise. Et par conséquent, la manœuvre qui se prépare, qui est en train d'être préparée, c'est de contourner le droit international, c'est de sortir
de ce cadre juridique qui gêne énormément le Maroc et ses soutiens. Et alors, comment faire valider l'autonomie que propose le Maroc? Encore une fois, faut-il rappeler que l'autonomie se donne à une parcelle de son propre territoire et pas à un territoire qui est en dehors des frontières internationalement reconnues. Mais bon, le Maroc donc a ces pays qui le soutiennent à l'intérieur du Conseil de sécurité. Évidemment, il y a des arguments irréfutables pour contrecarrer leur approche, tout à fait injustifiée. Et leur premier, je pense que leur premier objectif, c'est d'abord d'enlever la MINURSO qui porte l'acronyme, dans son acronyme, le terme référendum. Oui. Ils ne veulent pas du référendum. Quand on évacue le référendum, à ce moment-là, d'une certaine façon, c'est comme si on pouvait négocier. On supprimait aux Sahraouis la possibilité de parler d'un référendum. Le référendum n'est pas porté uniquement par l'acronyme de la MINURSO. Le référendum est dans le droit international. Oui. Et par conséquent, c'est une manœuvre grossière. Maintenant, on ne sait pas, selon l'actualité, sur quoi elle va aboutir. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils approchent, c'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure, en disant qu'ils veulent faire un passage en force, d'abord évacuer la MINURSO, puis après commencer à parler de ce qu'ils peuvent offrir comme solution d'autonomie aux Sahraouis. Évidemment, tout ça sans consulter les principaux intéressés qu'est le peuple sahraoui. Tout cela sans craindre d'être pointé du doigt pour dire voilà, le droit international n'est pas respecté. Mais peut-être peu leur importe pourvu qu'ils arrivent à leur objectif. Mais ça, on verra. Ben justement, Stéphane de Mistura, donc l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était donc à Alger, où il a rencontré le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf. Et Ahmed Attaf a rappelé la position algérienne, celle qui donc se maintenir aux résolutions légales des résolutions de l'ONU concernant le dossier sahraoui. Comment doit-on aujourd'hui voir cette visite de Mistura à Alger? Alors, la position de M. de Mistura, bien sûr, lui, il le sait mieux que personne, mais je pense que c'est une position difficile parce qu'il a d'abord, rappelons-le, été chargé depuis maintenant 3 ans de faire avancer le processus de l'ONU. C'est-à-dire d'abord, si c'est possible, et c'est sa mission en tout cas, de rapprocher les belligérants pour qu'ils puissent se parler et avancer à la recherche d'une solution qui soit accepté de part et d'autre dans le cadre du droit international. Tout à fait. Ça ne peut pas être autrement. Évidemment, on sait comment réagit le régime marocain. On a vu avant de Mistura le défilé, 5 autres envoyés personnels sont passés et tous les 5 ont été découragés par les entraves et les manœuvres du régime marocain qui, à chaque fois, ne les a pas laissés travailler ou tout simplement parce que en ne laissant pas travailler les envoyés personnels, ça fait gagner du temps au régime marocain qui, lui, est installé au Sahara occidental et qui pratique la politique du fait accompli. Je suis ici, je me développe, je construis des ponts, des ports, j'organise des conférences, pour dire le Sahara est à moi, regardez, j'y développe. Et évidemment, il y a un enchaînement de cette litanie de discours développée par le régime marocain. Mais M. de Mistura se déshonorerait si jamais il rentrerait dans ce jeu malsain de violation du droit international. M. Koller l'a bien compris, son prédécesseur à ce poste, lorsqu'il a démissionné du temps pour raison de santé, mais on sait oui, ce ne sont pas les véritables raisons, bien sûr. M. Koller, tout simplement, a subi de très fortes pressions de la part du régime marocain. Il a jeté le tablier. Et par conséquent, il a préféré encore partir honorablement que de poursuivre une mission déshonorante pour sa trajectoire personnelle. Et donc, M. de Mistura ferait bien j'allais dire, de ne pas prêter le flanc, de ne pas s'accrocher à son poste pour, j'allais dire, produire une telle forfaiture contre le peuple sahraoui, parce que là, il s'agit tout simplement de sacrifier le peuple sahraoui.
Oui. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je voudrais conclure avec vous brièvement, Monsieur Saïd Ayachi. Est-ce que vous ne pensez pas, en un mot, que finalement la France est en train de prendre une vague parce qu'elle sent que quelque part il y a une position américaine encore pas tout à fait claire là-dessus. On l'a vu avec la dernière visite de Massaad Poulos, par exemple. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Très franchement. En réalité, j'allais dire, cette équipe de partis qui sont décidés d'une certaine façon à porter atteinte au droit national, le bypasser, le contourner, s'élargit justement aux Américains, peut-être évidemment aux Espagnols. Évidemment, c'est nuancé à la Grande-Bretagne. Mais bon, il n'y a pas que consécutivité. Et donc, je crois que la ligne de résistance évidemment des Sahraouis et des membres du Conseil de sécurité, c'est d'exiger le respect du droit international, de s'en tenir au Portugal et surtout de valider. C'est l'Assemblée générale des Nations unies et le Conseil de sécurité qui ont validé le plan de règlement de 1992. Merci beaucoup. Merci si je vous ai interrompu. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Monsieur Saïd Ayachi. Je vous rappelle que vous êtes président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, le CNASPS. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure.